veut chercher et amener sur place. Alors vous alliez donner la définition de réfugié. On sait ce que c'est, non? Mais dites-nous quand même. Oui, enfin, sauf que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure que ça avait dérivé depuis la définition canonique de la Constitution de 1946, c'est-à-dire Ah, quelqu'un qui combat pour la liberté, c'est-à-dire qui combat pour les valeurs françaises dans son pays. c'est ça. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un réfugié fondamentalement? C'est quelqu'un qui n'a qu'une idée en tête, c'est de pouvoir revenir dans son pays. Puisque c'est quelqu'un qui a pris fait et cause pour des valeurs dans son pays, dans un combat. En fait, le réfugié idéal type, le réfugié typique, c'est par exemple Charles de Gaulle à Londres. L'autre réfugié typique, c'est le Dalai Lama en Inde, qui rêve que d'une chose, c'est retourner au Tibet. C'est ça un réfugié. Là, il y a une étude qui montre qu'en Suède, il y a 80% des gens qui bénéficient du statut de réfugié en Suède qui rentrent en vacances chez eux l'été. Donc, ce pas vraiment des réfugiés au sens de la définition du réfugié qui se bat pour la liberté, qui ne peut pas rentrer dans son pays. Mais partons du principe, parce que malheureusement ça arrive, et c'est tout à fait, de temps en temps c'est vrai, que ces réfugiés ne peuvent pas du tout rentrer chez eux. Parce que certains ne peuvent effectivement pas du tout rentrer chez eux. Et qu'ils sont obligés finalement de faire souche dans le pays où ils arrivent. Par exemple chez nous, au hasard. Là encore, on peut considérer que cette vision calaquienne, si j'ose dire, de la classe dirigeante de l'immigration est assez bizarre. Parce que si on doit faire souche, ça veut dire que ces enfants vont s'installer ici. Et en fait, on oublie toujours que ce sont les enfants qui assimilent. Donc on ne peut pas régler des problèmes de déficit démographique, par exemple, en faisant venir des populations ici. Il faut bien qu'il y ait des petits Bretons pour transformer les enfants des réfugiés en nationaux. Donc pour comprendre ce que c'est cette approche, je pense qu'il faut plutôt se tourner du côté du sociologue Bourdieu avec son concept de distinction. Bourdieu explique quoi? Il dit pourquoi les bourgeois finalement vont à l'opéra. Ils n'aiment pas tous l'art lyrique. Ils vont à l'opéra pour être totalement différent du populo qui, lui, n'y va pas. C'est un élément de distinction. Et moi, je pose la question, est-ce que cette xénophilie, est-ce que cette préférence pour l'étranger, est-ce que cet intérêt soudain, brutal pour les réfugiés et tous les étrangers, c'est pas finalement un moyen de distinction? Pourquoi? Parce qu'on est dans un pays dans lequel, d'abord, des partis anti-immigration sont les premiers partis de France et font des scores énormes. Et on est dans un pays dans lequel, sondage après sondage, on voit qu'une très large majorité de l'opinion est contre l'immigration pour une définition plus restrictive du statut de réfugié. Donc c'est quand même un moyen de distinction, je pense. Et en fait, pour terminer, je me suis rappelé d'une lettre que Flaubert avait écrite à George Sand, dans laquelle il dit être passé à côté d'un camp de bohémiens, de gitans, et s'être pâmé devant. Et il dit, j'ai donné de l'argent à ces gitans et vraiment j'ai été insulté par la population et j'en tire une certaine fierté parce que moi j'aime le lointain. Et donc on voit bien qu'il y a vraiment une sorte un peu de perversité morale en disant, mais comment peut-on s'intéresser au lointain alors qu'on ne s'intéresse pas à ceux qui sont à côté de chez vous, aux prochains? Finalement, c'est ça la valeur chrétienne, c'est s'intéresser au prochain, pas au lointain.